Merci Sophie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ces temps difficiles, ravi d'ouvrir nos quatrièmes conversations digitales dont le thème aujourd'hui sera le leadership en temps de crise. Sachant que la semaine dernière, on avait un thème sur l'employabilité des collaborateurs en période de confinement et que la semaine prochaine, on aura Laurent Berger qui nous parlera de l'état du dialogue social pendant cette crise et après. Sur le sujet, comme on l'a maintenant fort formaté depuis ces 4 semaines, on aime bien avoir Antoine Fouché qui nous fait l'honneur d'être là pour introduire la session et nous communiquer l'actualité du moment, puisque l'actualité du gouvernement est assez riche, notamment en matière d'emploi, en matière sociale, et puis ensuite passer au débat sur le leadership. Avant de passer la parole à Antoine, vous redire que ces conversations sont enregistrées, que vous les retrouverez, qu'on vous les enverra dans l'après-midi, qu'on a un partenaire qui s'appelle Newstank, qui fera une synthèse des échanges que vous aurez et que l'on aura cet après-midi, et que, au-delà des invités que je vais présenter dans quelques instants, on a nos partenaires, donc le ministère du Travail avec Antoine Fouché, on a Actance avec Aymeric Sorel, on a Jean-Dominique Simon-Poli qui dirige l'association Dialogue, et puis on a Jean Zuccarelli qui dirige au sein du cabinet la practice Talent Development. Ce thème du leadership, il nous semblait important, puisque si je fais une analogie au monde maritime, on dit souvent qu'on reconnaît les meilleurs capitaines dans les temps difficiles, et donc il nous semblait important de parler du leadership. Et pour ce faire, on a essayé de réunir un certain nombre de personnes, 3 en l'occurrence, de secteurs assez différents, qui occupent aussi des postes différents. D'abord, la DRH, Madame Lebel, la DRH de Natixis, ensuite Alain Krakowicz, qui est le directeur de Voyage SNCF, et puis Clem Garnet, qui dirige une entreprise de tech cotée qui s'appelle Paragon. Et donc, au travers de ces témoignages, revenir sur quelles ont été leurs premières décisions, comment ils voient la crise demain et comment ils ont pu engager leurs équipes dans ces moments particulièrement difficiles. Avant de laisser place au débat, Antoine, la parole est à toi pour une dizaine de minutes, comme on a pris l'habitude de le faire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je souhaiterais partager 3 types d'informations avec vous aujourd'hui pour à nouveau essayer de directement faire passer les messages, vous donner des nouvelles sur l'actualité, la manière dont les interpréter et, si possible, les clés pour les utiliser au mieux dans vos entreprises pour faire face à la crise. Premier sujet, c'est l'activité partielle. 4 infos sur l'activité partielle. La première, c'est que demain, la ministre du Travail présentera au Conseil des ministres une ordonnance qui va rendre possible l'individualisation du chômage partiel. Cette individualisation, elle sera possible, je crois que vous en avez déjà parlé il y a quelques séances, mais je vous confirme, donc ce que je vous avais annoncé, c'est fait pour demain, ça sera fait demain, individualisation du chômage partiel qui n'est accessible que de 3 manières, avec une prime voulue au dialogue social, soit un accord d'entreprise, soit un avis conforme, je dis bien conforme, c'est-à-dire un avis favorable, qui est bloquant si vous ne l'avez pas, du CSE, ou pour les quelques entreprises qui se sont engagées à l'avant-garde du dialogue social et qui ont mis en place un conseil d'entreprise, ou donc avis conforme du conseil d'entreprise. Voilà, donc ça, l'individualisation, ça va bien aider évidemment certains secteurs qui en ont besoin, et puis ça va aider aussi dans l'accompagnement de la reprise progressive du travail à partir du 11 mai, même s'il y a beaucoup évidemment de secteurs qui continuent de travailler. Deuxième info sur l'activité partielle, c'est un rappel sur le fait qu'évidemment, l'activité partielle peut être proportionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise
qui ne le savent pas ou pas suffisamment bien ou pas de façon assez sécurisée. Mais évidemment, la sortie du chômage partiel, c'est pas un tout ou rien. Et ça peut se faire de façon progressive sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, en fonction du niveau d'activité qui est retrouvé. Et donc, on peut avoir 1000 heures de chômage partiel en avril, 500 heures en mai, 150 heures en juin et puis plus d'heures au mois de juillet. C'est tout à fait possible. L'idée, c'est d'accompagner la reprise progressive d'une activité, d'une entreprise, d'un secteur en évitant évidemment le plus possible, en continuant d'éviter le plus possible les licenciements et les ruptures de contrat. Troisième info sur la formation, toujours dans le champ activité partielle. Je vous en avais parlé l'une des dernières séances aussi. J'ai eu des remontées de plusieurs d'entre vous et donc je vous remercie parce que ça a permis de regarder un peu comment ça se passait concrètement sur le terrain. Donc on a pris 2 décisions suite aux remontées de plusieurs d'entre vous. La première remontée que j'ai eue, c'est que évidemment le 11 mai, c'est très bientôt et que donc le régime très favorable et dérogatoire qu'on a mis en place avec 0 reste à charge sur les salaires, 0 reste à charge sur les frais pédagogiques, il était un peu trop bref dans le temps et que les entreprises avaient souvent besoin de remettre en formation leurs salariés une fois le chômage partiel totalement ou partiellement terminé pour qu'ils reprennent le chemin de l'activité. Donc on a pris une décision qui est que ce régime de reste à charge 0 sur les frais pédagogiques, donc un financement intégral par le FNE, il sera valable non pas jusqu'à la fin du chômage partiel, mais jusqu'au 31 mai, même si l'entreprise a repris le chemin de l'activité. Donc ça va permettre d'encourager au maximum entre maintenant 20 ou 21 avril et le 31 mai, les actions de formation, qu'elles soient à distance, d'ailleurs ça se développe beaucoup évidemment et heureusement, formation distancielle, ou en présentiel, où c'est évidemment un peu plus compliqué, même si je pense que ça va pouvoir rouvrir dans certains cas à partir du 11 mai. Mais ça va permettre, encore une fois, aux entreprises de ne pas avoir à choisir entre le chômage partiel ou la formation. Vous pourrez faire évidemment les deux. Et si vous retournez en activité à partir du 11, vous pourrez jusqu'au 31 mai bénéficier de la prise en charge, encore une fois, à 100% des frais pédagogiques pour la formation de vos salariés. Et la deuxième remontée qu'on a eue, c'est que en fait, ça restait encore non pas compliqué, mais lent et un peu laborieux dans le process de prise en charge. Donc, on a redéfini aujourd'hui les choses sur le process de prise en charge en disant que pour les formations dont le coût est inférieur à 1 500 € par salarié, c'est automatique. Donc voilà, ça sera complètement automatique, automatisé. Et plus de 1 500 €, il y aura une instruction avec un engagement de réponse en 72 heures. Donc là, on peut pas, encore une fois, faire plus simple. C'était l'orientation qui avait été donnée. Manifestement, elle n'avait pas été complètement appliquée sur le terrain parce que, encore une fois, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient fait des retours en disant mais non, mais j'ai pas eu la réponse, on me demande des informations supplémentaires. Donc là, c'est la demande et à partir du moment où c'est moins de 1 500 €, c'est automatique, comme le chômage partiel. Et plus de 1 500, une instruction du dossier en 72 heures. Et tout ça valable jusqu'au 31 mai, chômage partiel ou pas, de façon à accompagner là aussi la reprise de l'activité. Dernier sujet sur le chômage partiel, quatrième et dernier sujet sur le chômage partiel, c'est que, je vais passer rapidement parce que ça concerne surtout un secteur qui est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On leur avait indiqué qu'on calculerait l'activité partielle sur 39 et non pas 35 heures. C'était une prise de position très protectrice qu'on avait assumée en ayant une base légale fragile, disons. Et donc, on va se donner la base légale robuste, pouvoir faire ça avec une disposition dans une ordonnance qui sera présentée aussi demain au Conseil des ministres.
et qui permettra de prendre en charge l'activité partielle sur la durée sur des durées de travail qui sont supérieures à 1607 heures par an. Donc c'est le cas en convention de branche pour HCR et à notre connaissance c'est la seule branche qui a ça. Ça sera le cas aussi pour les salariés qui ont des forfaits heures et pas jours, mais des forfaits heures supérieurs à 1607 heures. Et ça sera le cas aussi pour les entreprises qui ont des accords sur le temps de travail, qui augmentent le temps de travail annuel supérieur à 1607 heures. Et donc ça permettra, pour tous les salariés concernés, d'avoir une indemnisation à hauteur de 84% de leur rémunération réelle et non pas 84% calculée sur une base 35 heures. Voilà, donc sur le chômage partiel, 4 dispositions qui permettent, dont l'objectif est essentiellement d'accompagner la reprise de l'activité. Deuxième thématique donc, que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est plus spécifiquement en dehors du chômage partiel, tout ce qui concerne les conditions de la reprise d'activité. Avec 2 thématiques. La première, c'est le Conseil social et économique. On a sur le CSE, on présentera aussi demain une disposition dans une ordonnance qui nous permettra de réduire les délais de consultation du CSE pour la reprise d'activité. Il y a beaucoup d'entre vous aussi qui nous avaient fait remonter le point, considérant que, faisant valoir même à juste titre que si on avait des délais de consultation classiques, on en avait pour quasi minimum 1 mois, jusqu'à 4 mois par expertise. Donc là, on va se donner la base légale pour, par décret, réduire de façon exceptionnelle et temporaire le délai de consultation du CSE de façon à ce que l'unité de mesure soit le jour ou la semaine au maximum et non pas le mois, les jours ou les semaines au maximum et pas les mois pour la reprise d'activité. Ça permettra d'éviter que là où il peut y avoir, ça existe heureusement de façon minoritaire, mais ça existe, là où il pourrait y avoir une tentation d'instrumentalisation des délais de consultation pour ne pas reprendre l'activité alors que ça serait le souhait de la majorité des salariés et de la direction, le CSE ne puisse pas être instrumentalisé en ce sens. Deuxième sujet sur la reprise d'activité, c'est le télétravail. Là, c'était plutôt simplement une orientation, un message, une demande à vous faire passer, et un peu une annonce, même si c'est moins une annonce, mais nous allons continuer d'encourager très très fortement le télétravail post-11 mai. C'est pas un scoop, mais ça suppose que les entreprises, si ça s'installe dans la durée, s'installer dans la durée, ça veut dire sans doute pour enjamber l'été, ça veut dire peut-être que ce qui était monté de façon un peu impromptue, désordonné au départ, puisse être mieux organisé. Et donc ça suppose de durablement s'installer dans un moyen de fonctionner pour tous ceux pour lesquels c'est possible, pour tous les collaborateurs pour lesquels c'est possible, de travailler en télétravail. Je ne sais pas si ce sera toujours obligatoire comme ça l'est aujourd'hui. En tout cas, ce sera à minima très très fortement recommandé. Et donc, pour le mieux anticiper les choses, c'est de pouvoir encore une fois par les moyens informatiques, mais c'est pas l'essentiel, par le management, par les conférences téléphoniques, éventuellement les visios, pouvoir le plus possible accompagner les salariés dans un rapport intense et durable au télétravail. Et par ailleurs, je pense que de toute façon, vous vivez ça tous dans vos entreprises. Il y aura un avant et un après crise dans le rapport au télétravail dans notre pays. Parce que il y a les inconvénients, ça c'est sûr, mais ils étaient mieux identifiés que les avantages. Les avantages, je pense, du télétravail, et en tout cas côté salarié, nous c'est ce que nous disent toutes les organisations syndicales, les avantages du télétravail, ils sont en train d'être découverts et de façon irréversible. C'est-à-dire l'organisation du travail post-Covid et le rapport au télétravail, il ne pourra pas être, à mon avis, nulle part le même que celui d'avant la crise, parce que simplement les salariés ne voudront pas
Et dans la plupart des cas, à mon avis, ils auront raison de ne pas revenir à un mode d'organisation très traditionnel. Pour les rares entreprises où ce mode d'organisation qui privilégie de façon systématique le présentiel existait encore. Troisième et dernier sujet dont je voulais vous faire part, c'est en lien avec la thématique du jour, ce qui fait la différence. Deux choses en une minute pour conclure sur ce qui fait la différence. Je pense que, et on le voit bien, c'est valable au niveau politique comme c'est valable au niveau d'une entreprise et d'un leadership d'entreprise. La condition, c'est vraiment de savoir définir un cap et de partager en toute transparence les informations qui permettent de définir ce cap. Ça veut dire être capable de reconnaître ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Via la transparence, essayer de conquérir la confiance qui est la condition sine qua non du leadership, évidemment dans les entreprises à minima. Et la deuxième chose pour revenir à notre domaine qui est le domaine plus privilégié évidemment du ministère du Travail, qui est ce qui fait la différence. Moi, je pense qu'on le voit vraiment, mais vous le voyez aussi dans les entreprises en vous benchmarkant. Je pense que les cabinets d'avocats le voient en benchmarkant aussi les entreprises, les cabinets de conseil le voient. Il y a quand même une énorme différence entre les boîtes qui ont investi sur le dialogue social, investi sur une stratégie sociale, et celles qui sont un peu bloquées. Il y a une grande entreprise qui en fait les frais en ce moment, et qui a défrayé la chronique. C'est le cas extrême, mais il y a tout entre l'entreprise qui réussit à reprendre son activité dans des conditions de motivation, d'engagement des salariés et une entreprise qui est complètement à l'arrêt. Il y a toute une gradation, un spectre de situations, et quand même, moi je constate une corrélation assez forte entre la qualité du dialogue social et c'est pas mécanique, mais il y a quand même la plupart du temps une corrélation assez forte entre la qualité du dialogue social, de la stratégie sociale et la capacité d'une entreprise de faire face à la crise, de reprendre l'activité, de conserver la motivation de ses collaborateurs. Donc ça passe évidemment par le dialogue social avec les représentants du personnel. Ça passe aussi par le dialogue avec les salariés en direct. Ça passe par des négociations ou des consultations sur les congés, sur la manière d'appliquer le pouvoir unilatéral sur les RTT. Est-ce qu'il y a une consultation? Est-ce qu'il y a des sondages? Est-ce qu'on demande aux managers de sonder leurs collaborateurs, ou est-ce qu'on y va un peu à la hussarde? Tout ça fait une différence. Même chose sur le télétravail. Est-ce que le télétravail, les conditions d'accompagnement des collaborateurs sont définies et discutées, voire négociées, ou est-ce que il y a une résistance avec une culture du présentiel un peu archaïque? Voilà, tout ça fait la différence là où c'est possible, évidemment, sur le télétravail, parce qu'on ne peut pas faire du télétravail dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise, évidemment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce qui fait la différence, évidemment l'importance du cap. Et après, dans le domaine plus stricto sensu du social, c'est vraiment plus que jamais un bon investissement, le dialogue social. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en quelques jours, ça ne se fait même pas en quelques mois. Mais je crois que là, on a en ce moment des illustrations très éloquentes de la différence entre des entreprises qui, depuis des années, ont négligé le dialogue social et des entreprises qui, depuis des années, ont investi sur le dialogue social. Et ça fait une différence dans le temps de crise. Voilà. Manifeste. Merci beaucoup, Antoine. On a quelques petites questions. Je vais essayer d'en prendre une ou deux. Une question s'agissant du télétravail, où on nous pose la question de savoir finalement est-ce que l'employeur doit verser à la fois l'allocation forfaitaire de prise en charge des coûts du télétravail et aussi l'indemnité d'occupation qui vise à indemniser finalement le salarié pour l'utilisation de son domicile.
La réponse est non aux deux questions, et la réponse est non aux deux questions depuis les ordonnances du 22 septembre 2017. Sauf si un accord d'entreprise le prévoit. Mais en application de la loi, la réponse est non aux deux questions depuis le 22 septembre 2017. Et finalement, dans ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la réponse était assez claire finalement sur le dialogue social, mais on a une question sur doit-on revoir les accords d'entreprise relatifs au télétravail dans la période, ou en tout cas de façon temporaire pour la période à venir? Là, pour le coup, c'est difficile d'avoir une réponse générique. Ça dépend s'ils sont adaptés ou pas à la situation d'aujourd'hui. C'est sans doute il y a sans doute une minorité d'accords qui sont adaptés à la situation d'aujourd'hui, puisque la situation d'aujourd'hui était très difficilement anticipable. Après, il y avait des accords qui étaient plus ou moins contraignants, et donc en fonction du degré de contrainte qu'ils avaient mis auparavant, ils doivent être plus ou moins revus. Mais je ferai une réponse en deux temps. C'est-à-dire, du point de vue de la loi, vous n'avez pas besoin de réviser vos accords, à mon avis, dans la plupart des cas, parce que la loi est extrêmement souple. Après, si vous avez mis des dispositions très contraignantes dans vos accords, c'est plutôt indiqué de les réviser, et de les réviser assez rapidement. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour cet échange, et je pense qu'on vous retrouvera la semaine prochaine avec Laurent Berger, avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, bonne réunion, bon call. Merci. Je vais donner la parole à Alain Krakovic. Bonjour Alain, vous êtes le DG de Voyage SNCF. Vous avez 30 ans d'années d'expérience à la SNCF, et vous avez été nommé DG de cette structure le 2 mars, donc le 2 mars 2020, sur ce poste de DG de Voyage SNCF. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette période de crise telle que vous l'avez vécue? On sait que la SNCF a vécu beaucoup de crises, donc les crises, vous y êtes habitués. Et comment est-ce que vous avez vécu aussi et su gérer cette prise de fonction si particulière, parce que finalement, c'est une prise de fonction en confinement? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, effectivement. Alors, la SNCF est effectivement habituée aux crises, que ce soit des crises qui sont un peu particulières, comme les grèves, ou des crises que tout le monde vit, comme les crises de sécurité, et donc par exemple le terrorisme. Et ce que nous, on a l'habitude, mais je pense que ça, c'est ce que vit tout le monde, de résumer sur ces crises, c'est en fait de les diviser en trois phases, qui sont une première phase qui est un peu un choc de sidération, où tout d'un coup on subit, on comprend qu'il va y avoir des conséquences très importantes, mais sans savoir lesquelles ce seront, et puis être vraiment dans le temps de l'urgence. Puis après, il y a une deuxième phase qui est ce qu'on appelle la montée des angoisses, avec là le fait de voir et de subir des mauvaises nouvelles qui arrivent progressivement, qui peuvent être soit derrière des mauvaises nouvelles personnelles avec des gens qu'on a autour de nous, soit des mauvaises nouvelles collectives, et dans le domaine professionnel. Et puis, il y a heureusement la troisième phase, qui est la phase de la sortie de crise. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se dire quelles sont finalement les différences que nous, on a pu vivre dans le cadre de cette crise par rapport à voilà, ces trois phases classiques qu'on le retrouve tout le temps. Peut-être la première différence, c'est de se dire que sur la phase de sidération, la première phase, peut-être parce que c'est la SNCF, on n'a pas trop le temps en fait, d'être sidéré, simplement parce qu'en fait, on a, nous, tous les jours et à tous les instants, des trains à faire rouler, et qu'on ne peut pas se poser, ne serait-ce que quelques instants, pour se demander qu'est-ce qu'on va faire rouler le lendemain, et en fonction des annonces pour lesquelles on subit forcément, comment on va adapter ce qu'on appelle notre plan de transport, c'est-à-dire le nombre de trains qui vont rouler. Et ça, c'est vrai que ce qu'on a connu là, c'est assez unique, en tout cas pour la SNCF, et en tout cas depuis probablement la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a dû réduire progressivement, mais finalement ultra rapidement, l'ensemble de notre plan de transport. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça vous le connaissez avec les grèves, on réduit aussi beaucoup notre plan de transport, mais jamais complètement à ce niveau-là d'abord, et surtout jamais aussi violemment et sans avoir pu le prévoir à l'avance.
c'est ce qui m'a fait dire dans un certain nombre d'écrits que j'étais devenu le directeur de la démobilité assumée. Puisque TGV aujourd'hui, enfin Voyage SNCF, c'est en gros la circulation des TGV, des Eurostar, des Thalys, des Intercités. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait rouler aujourd'hui 7% des trains qu'on fait normalement rouler. C'est un record absolu, un record évidemment extrêmement négatif. Et jamais j'aurais pu penser, moi, que j'assumerais d'être un directeur de la démobilité, sachant que ça fait 30 ans que je travaille à la SNCF, et donc ça fait 30 ans que je travaille pour la mobilité, et que fondamentalement, je suis très imprégné, et comme je pense nous tous, du fait que la mobilité, le droit à la mobilité, c'est un droit fondamental qui accompagne un droit à travailler, un droit à se soigner, un droit à étudier, un droit à se cultiver. Et donc, c'est quand même une énorme remise en cause que de se dire qu'on est dirigeant d'une structure qui est en fait une structure de démobilité. Mais pourtant, il faut l'assumer, et ça s'assume très bien, ne serait-ce que par exemple, respect des personnels soignants, respect des consignes gouvernementales. Mais de fait, en tout cas, ça nous a donné énormément de travail pour rebâtir ce plan de transport, rebâtir complètement ce que nous, on appelle notre production, mais ce qui est bien finalement, parce que qu'est-ce qu'on produit ? On produit aujourd'hui, enfin, on produit tous les jours des trains. Et puis, le problème, c'est qu'en fait, on n'a même pas continué à produire les trains comme avant. On a dû adapter complètement nos gestes métiers. La relation avec les clients a été totalement transformée. Le travail dans nos ateliers, par exemple, a été complètement transformé avec les aspects sanitaires. Le travail en gare a changé. On a arrêté de vendre des billets. On a arrêté de faire du contrôle en tant que tel dans les trains. Ce qui était évoqué juste à l'instant sur toute la dimension RH a été totalement chamboulé. On a mis en place le chômage partiel, ce qui n'existait pas à la SNCF. On a imposé, entre guillemets, des repos ou des congés comme dans beaucoup d'endroits. On a complètement fait évoluer donc, notre relation sociale, finalement, en quelques jours. Donc, cette première phase, finalement, elle a été, je dirais, très réduite parce qu'on a été obligé, mais comme beaucoup, de se lancer dans une action totalement nouvelle. Et puis, les deux autres phases, la phase de la montée des angoisses et la phase de reprise, là aussi, c'est peut-être un peu particulier, mais nous, on a été amenés à s'intéresser en fait à la reprise quasiment dès le début. Alors, vous allez me dire, évidemment, toutes les entreprises essaient d'anticiper. Nous, on est en plus dans une configuration où, en fait, on n'a pas vraiment le choix parce que les trains qui vont circuler, par exemple, le 11 mai, on ne connaissait pas la date du 11 mai au départ, ils sont entretenus en permanence. Et donc, en fait, on doit en permanence réfléchir à la façon dont on va devoir anticiper pour permettre à ces trains de rouler, parce que si on ne fait rien, il n'y a aucun train qui roule le 11 mai, et même on doit s'arrêter très, très vite. Donc ça a été un changement extrêmement important. Et en fait, on a été donc dans une fusion de ces phases, puisque amené à travailler sur le futur, en même temps qu'on était amené à essayer d'innover avec ce dont vous avez sans doute entendu parler, ces fameux TGV sanitaires, TGV médicalisés qu'on a mis en place, ce qui là aussi est fondamentalement une grande innovation. On ne l'avait jamais fait en tant que tel, même si ça fait longtemps qu'on fait des trains sanitaires, mais jamais des TGV, en essayant de nous adapter là aussi à une demande extrêmement variable, puisqu'on l'a vu, c'était d'abord du Grand Est vers le sud-ouest, puis de la région parisienne vers la Bretagne. Et donc, en fait, un espèce de mélange de travail sur l'anticipation et de travail extrêmement opérationnel. Je vous remercie, Alain. Et cette prise de fonction, alors voilà, comment est-ce que vous avez pris votre poste comme ça, à distance ? Oui, exactement, dans un contexte en fait qui est très très particulier, puisque moi j'ai pris mon poste le 2 mars, donc en fait à quelques jours du confinement, et j'ai presque pas eu l'occasion de voir les équipes avant de devoir leur parler tous les jours au téléphone. Et même si on a des caméras, même si on a tout ce qu'il faut, c'est quand même pas complètement pareil de s'adresser pour la première fois à un collectif depuis chez soi, sachant qu'ils sont tous chez eux,
que de les voir de visu, de pouvoir comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et ça, on pourrait se dire, bah, voilà, c'est une personne, c'est pas très grave, mais comme souvent, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous vivez tous, quand on prend son poste, on change un peu l'équipe. Et c'est normal, hein, il faut le faire tout de suite, on le sait bien. Et donc, moi, j'ai été amené à changer aussi mon équipe. J'ai changé mon DRH, j'ai changé mon directeur financier, j'ai changé un certain nombre de directeurs opérationnels. Et donc, en fait, on est toute une équipe à être arrivée dans cette configuration un peu spéciale qui a été de découvrir, en fait, ses collaborateurs par téléphone, de les découvrir dans une configuration extrêmement particulière. Et pour autant, de devoir les animer et ça, on est tous pareils, hein, parce qu'on est tous en call ou en visio en permanence, mais de devoir les découvrir. Et ça, c'est peut-être un peu une dimension un peu particulière parce que je pense qu'on le vit tous. On a aussi une responsabilité managériale très forte qui est de savoir en fait si les gens vont bien. Et si vous vous contentez de poser la question à des gens par téléphone, est-ce que vous allez bien ? Surtout quand c'est face à un collectif, alors là on ne va pas faire l'expérience à 190, mais si vous le faites face à un collectif de 10 à 15 personnes et que vous posez la question est-ce que vous allez bien, en général, soit les gens ne vous répondent pas, soit ils vous disent on va bien, mais en tout cas, vous avez énormément de mal à percevoir si c'est vrai ou pas, parce que de fait, et même si vous avez des petits écrans, vous ne percevez pas leur visage en tant que tel. Et pourtant, cette question de vous allez bien, qui est une question un peu plus banale, elle est probablement la plus importante dans ces temps de crise. Donc, c'est vrai que ça a été extrêmement particulier et ça l'est encore, puisque moi, j'ai des N-1 et des N-2 à qui je parle aujourd'hui tous les jours et que je n'ai jamais vu physiquement. J'ai juste la chance d'être depuis 30 ans dans cette entreprise, donc de connaître quand même beaucoup de gens. Mais en fait, on est tout un collectif à devoir gérer cette situation. Dites-moi, Alain, il y a un autre sujet à la SNCF, je pense, qui intéresse énormément tous les RH qui sont autour de la table, c'est le dialogue social. Le dialogue social de la SNCF, c'est je dirais, un grand roman français. Vous étiez en plein débat sur la réforme des retraites et finalement, vous avez basculé dans cette gestion de la crise. Comment est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Est-ce que finalement, je dirais, les conflits liés au débat sur la réforme des retraites a été complètement mis de côté ? Comment est-ce que vous avez réagi et quel discours vous avez tenu aussi avec vos partenaires ? Oui, alors c'est vrai que quand on parle de dialogue social, et Antoine Fouché en parlait tout à l'heure, il faisait référence à des entreprises et à d'autres entreprises. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on a un point de susceptibilité ou qu'on se sent visé toujours à tort ou à raison, mais on associe évidemment très souvent la SNCF à des difficultés de dialogue social. Et on comprend évidemment pourquoi. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne pourrais pas en parler pendant des heures. Le sujet n'est pas là. Le fait est que vous avez raison. Cette crise a révélé, je trouve, un autre type de dialogue social. En fait, on n'est pas évidemment dans une crise comme une grève, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui sont… Excusez-moi, il y a des personnes… Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît ? Et le constat que moi j'ai pu faire à travers cette crise, qui est quand même extrêmement spécifique, c'est qu'effectivement le dialogue social en fait a été très différent, sans doute parce que en fait on a tous subi et tous en fait été informés avec le même niveau de connaissance au même moment. Ce qui est très spécial en fait. Le dialogue social, il dépend aussi beaucoup du type d'information qu'ont les uns et les autres. Et on sait bien, le meilleur dialogue social, c'est à un moment donné un dialogue social qui est un vrai dialogue de co-construction. Et c'est ça qui est tellement difficile à réaliser. Là, de fait, quand vous avez le même niveau d'information, parce qu'il vient de l'externe, au même moment, c'est peut-être là où la co-construction elle est la plus possible. Et de fait, on est arrivé à faire des choses ensemble sur la façon dont on allait porter les masques, sur la façon dont on allait gérer le chômage partiel, sur la façon dont on allait gérer les nouveaux gestes métiers de nos opérateurs. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'ailleurs de conflit, je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de droit d'alerte ou de droit de retrait assez classique, mais n'empêche qu'on a été dans une logique de transparence et de co-construction qu'on n'avait pas connue jusqu'à présent, avec en fait des réunions où, en vraie transparence, on pouvait commencer en disant
voilà, je ne suis pas dans une relation top-down, je ne suis pas dans une relation où je vous montre mon projet et vous allez me dire ce que vous allez en penser, mais où vraiment on est dans un truc où on ne sait pas quel va être l'output de la réunion et on le construit ensemble. Je vous entends plus là, vous avez pas, je pense que vous n'avez pas enlevé votre micro. Excusez-moi, j'avais mis en mute. Et une dernière question, finalement, vous êtes le sujet de cette table ronde, c'est finalement le leadership. Qu'est-ce qui, selon vous, quels vont être les challenges que vous allez avoir demain et quelles qualités vous allez devoir développer ou je dirais souligner avec votre comité de direction pour faire face aux challenges que vous allez avoir demain avec le déconfinement et puis avec aussi la reprise des activités, je dirais, petit à petit, de plus en plus normales. Ben, vous savez, pour moi, la dimension du leadership, elle est très intimement liée, si on veut qu'elle soit efficace, sur le fait de savoir se tourner de façon extrêmement concrète vers l'avenir. Et pour se tourner vers l'avenir, en fait, c'est là assez banal de le dire, mais il faut savoir donner du sens et partager ce sens. Alors, au-delà de ça, qui est la phrase la plus tarte à la crème que je connaisse et qu'on a tous prononcée 2000 fois, c'est intéressant de se dire que là, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on donne du sens? Et nous, on est confrontés aujourd'hui à cette fameuse question de la démobilité dans laquelle on est aujourd'hui et pour laquelle on se dit, OK, le 11 mai, il y a une reprise, mais fondamentalement, qui sait le 11 mai, quelles seront les habitudes de mobilité des Français, même des Européens, puisque Voyage SNCF est d'abord une entreprise européenne avec Eurostar, avec Thalys. Qu'est-ce que ça va devenir demain, cette habitude de mobilité? Et là aussi, si on veut arriver à embarquer les équipes, je pense qu'il faut qu'on arrive à rentrer dans une logique de co-construction de cet avenir fondamentalement de la SNCF et de TGV en se disant que en fait, on a évidemment des facteurs opposés. Il y a, on vient de le voir, le télétravail qui va sans doute perdurer et qui va modifier les habitudes des Français. Et quand moi, je vois au sein de la SNCF qu'on se réjouit tous des progrès qu'on a pu faire avec le télétravail, à un moment donné, j'arrête un tout petit peu les gens en leur disant « Ok, c'est formidable, mais imaginez-vous que tout ce qu'on est en train de se dire au sein de la SNCF, ça se dit dans toutes les entreprises en France et au monde, et ça pose quand même un tout petit problème quand on est une entreprise de mobilité. Ou une entreprise de mobilité, c'est aussi de permettre à des gens, des pros, d'aller à un bout à l'autre de la France pour participer à des réunions. Si demain, ils le font aussi bien depuis chez eux, ça pose un problème pour notre chiffre d'affaires, évidemment. Et à l'inverse, je pense que vous l'avez tous vu, on sent que malgré tout, les gens, ils ont envie de reprendre. Moi, je pense qu'on va aussi avoir un phénomène qui est un peu l'équivalent d'Internet il y a 15-20 ans, où on se disait Internet va supprimer la mobilité. En fait, Internet a augmenté la mobilité. De la même manière, moi, je suis convaincu que le développement aussi des réseaux sociaux et des moyens digitaux va aussi, d'une certaine manière, augmenter la mobilité. Et en plus, on a peut-être la chance, si on combine notre sujet aujourd'hui, qui est un sujet sanitaire, avec le sujet qui était quand même celui encore hier, et qui est encore aujourd'hui, qui est le sujet écologique majeur auquel on est confronté, on s'aperçoit, peut-être, vous le ressentez de façon aussi assez forte, que par exemple l'aérien et la voiture vont peut-être pas être les solutions de mobilité de demain, et que le train a peut-être sa carte à jouer encore plus fortement qu'hier. Donc, il faut, voilà, ma responsabilité de leader, c'est d'arriver à entraîner les équipes dans cette logique-là et à se poser la question de comment est-ce qu'on arrive à favoriser le plus de mobilité dans ce contexte nouveau, de regarder ce que fait la concurrence, de regarder comment on peut nous changer nos habitudes, comment on peut lancer par exemple ce projet de TGV blanc qu'on va mettre en place, qui est pour nous extrêmement important, de donner confiance à nos clients sur le fait qu'il n'y a pas de risque à prendre demain un transport collectif et en particulier un TGV. Très bien. Et donc, pour vous et votre comité de direction, en tant que compétence ou en tant qu'action à mettre en place ces prochaines semaines, à quoi vous allez reconnaître finalement dans votre équipe ceux qui sont les meilleurs? Alors, ça, c'est effectivement un sujet sur lequel justement on est en train de travailler. Comment est-ce que
on arrive dans ce contexte extrêmement nouveau où tous les process en fait, sont en train de changer, et même les process, et peut-être même surtout d'ailleurs les process RH. Comment est-ce qu'on arrive effectivement à travailler sur le développement de nos dirigeants et peut-être d'ailleurs la meilleure façon de le faire, c'est toujours de travailler fondamentalement sur des exemples très concrets. On est confronté à un énorme plan d'économie qu'on doit mettre en place parce que je ne sais pas si les personnes qui sont autour du téléphone l'ont compris, mais on va perdre évidemment des centaines de millions d'euros et même plutôt des milliards. Et donc, on est forcément confronté à une énorme responsabilité en termes de plan d'économie. Et en fait, comment on détecte chez les dirigeants la capacité à comprendre qu'il faut à la fois gérer un plan d'économie et un plan de reprise, parce que fondamentalement, la meilleure économie qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires. Cette combinaison qui est extrêmement compliquée, parce qu'à certains égards très contradictoire, c'est un excellent test pour savoir qui on va pouvoir détecter pour pouvoir les faire monter dans notre organisation. Alors, j'ai une question qui est posée sur notre fil. Selon vous, la confiance et la transparence en interne seront-elles déterminantes dans la confiance des voyageurs envers le train? Oui, moi je suis absolument convaincu de ça. C'est facile, hein, chacun peut se mettre à ma place. L'enjeu, il est de savoir comment on peut comment on peut redonner confiance pour que les gens aillent dans des TGV, et avec un enjeu majeur qui est, il ne faudra pas que les gens dans les TGV soient en respect de la fameuse barrière des 1 mètre, de la distanciation physique, qui fait partie des gestes barrières classiques dont on a tous entendu parler, simplement parce que si c'est ça, c'est une place sur 2. On sait organiser un TGV pour qu'il y ait une place sur 2 qui soit occupée. Mais les TGV aujourd'hui, sur chacune des lignes, elles ne peuvent être rentables que si on a au moins 75 à 80% de taux de remplissage. Donc si on a 1 sur 2, au mieux on sera à 50%. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune ligne de TGV qui est rentable en France si on nous impose et si de fait on n'arrive pas à trouver de solution alternative à cette distanciation physique de 1 mètre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à rassurer autrement. Alors, c'est évidemment le port du masque obligatoire qu'on demande de façon très claire, mais c'est aussi arriver à démontrer que nos TGV sont propres, que nos TGV sont nettoyés tous les jours, en permanence, qu'on met à disposition des gens du gel, des lingettes, qu'on arrive à redonner cette confiance. C'est ce fameux projet de TGV blanc qu'on est en train de bâtir. Je vous remercie beaucoup sur ce point-là. Est-ce que notre ami Jean-Dominique, tu as des commentaires à faire sur l'intervention de Alain? Non, mes commentaires, moi, elles vont dans le sens de ce que disait notre invité, à savoir que si on veut répondre vraiment aux besoins qui sont ceux d'aujourd'hui, en dehors des mesures sanitaires dont il a fait référence, il a fait état à l'instant, c'est aussi sur la qualité du dialogue social que la différence va se faire. Et là, je rejoins ce qu'évoquait Antoine Fouché tout à l'heure, en disant on parle de leadership. Le leadership, ça veut dire qu'il faut donner un sens. Là, on a entendu que Alain Krakowicz évoquait le sens qu'ils allaient donner un peu à leur stratégie. Mais c'est aussi, une fois qu'on a donné son sens, ce sens-là, c'est de mobiliser l'ensemble de son entreprise, de son corps social. Et c'est vrai pour tout l'ensemble des collaborateurs, mais c'est vrai aussi pour les organisations syndicales. Si on veut remporter cette bataille-là, il va falloir mobiliser et il va falloir aussi que les organisations syndicales soient pleinement partie prenante de ces propositions. Parce qu'il y a celles qui viennent dans le débat là, naturellement sur comment on va faire pour arriver par exemple au taux de remplissage qui est souhaité de l'ordre de 75%. Alors, il y a peut-être des idées aussi qui peuvent venir des personnels eux-mêmes sur ce qu'on pourrait éventuellement faire, qui ne sont pas des propositions qui viennent des pouvoirs publics. Et donc, comment on mobilise l'ensemble de l'entreprise. Et cette qualité de leadership, c'est dans ces moments-là qu'on va la remarquer. Et donc, cette capacité à embarquer tout le monde avec soi, une fois qu'on a fixé l'objectif, ça me semble être une des dispositions les plus essentielles. Merci beaucoup, à 100%. Jean-Dominique.
Est-ce que, Alain, vous aviez quelque chose à ajouter pour clore un petit peu votre prise de parole? Non, je trouve que ce qui vient d'être évoqué par Jean-Dominique est extrêmement important. On ne pourra pas convaincre nos clients de venir dans nos trains si on n'a pas déjà convaincu et qu'on n'a pas tous ensemble convaincu nos agents, nos organisations syndicales, et que ce n'est même pas un sujet de conviction, c'est un sujet encore une fois, de co-construction, mais de partage commun. Et cette première étape qui est absolument fondamentale, c'est vrai que on connaît tous la SNCF, c'est pas simple, mais je partage le fait que ça ne peut se faire que par un vrai leadership. Et moi, j'aime juste, pour terminer, dire que on parle souvent de leadership, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le leadership? Il y a une notion que j'aime beaucoup et qui permet, je pense, de donner un peu de concret à ce leadership, c'est ce que j'appelle la surface de contact. C'est-à-dire que si on se contente de se dire, fondamentalement, la relation avec les organisations syndicales, par exemple, elle va se faire à la tête de l'entreprise et uniquement à la tête de l'entreprise. Moi, je suis convaincu on sera face à un échec. La surface de contact, c'est de se dire que quand on a forcément deux organisations qui sont un tout petit peu séparées, et forcément, à un moment donné, on a dans nos entreprises ce qu'on a coutume d'appeler des silos. C'est une donnée normale parce qu'on ne peut pas mettre 150 000 personnes dans une même pièce et imaginer qu'elles vont travailler ensemble. Donc forcément, on a des organisations. La seule manière de bien faire travailler des organisations séparées ensemble, c'est d'augmenter la surface de contact entre ces deux organisations, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y ait des points de contact. Et je pense que c'est la même chose avec les organisations syndicales et globalement avec notre personnel. On a besoin d'avoir des contacts à tous les niveaux pour partager ce sens et co-construire ensemble. Merci, je pense que c'est une jolie conclusion. Je vais donner maintenant la parole à Anne Lebel. Anne, vous êtes la DRH du groupe Natixis. Est-ce que vous êtes donc DRH? Aujourd'hui, on a deux directeurs généraux et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir votre vision à vous en tant que leader, en tant que membre du comité exécutif de Natixis. En tant que RH, dans ces temps de crise, quel est votre rôle à vous, direction des ressources humaines, par rapport aux autres leaders de l'entreprise et quels sont les sujets qui sont de votre responsabilité, de votre influence? Ok, merci beaucoup Sophie et bonjour à tous. Écoutez, d'abord par rapport à votre question au sein du comité de direction, c'est avant tout et dans cette période de crise, je pense, à côté du CEO, de s'assurer du maintien et de l'entretien, si je puis dire, du collectif, d'un comité de direction qui nécessairement ne fonctionne pas comme de manière habituelle. Ensuite, pendant cette crise, les DRH sont quand même pas mal sollicités. J'aime bien ce que disait Alain Krakowicz tout à l'heure, c'est un espèce de mélange d'anticipation et d'opérationnel. Et effectivement, enfin, pour nous, RH, ça a été dans un premier temps de se mobiliser et de s'assurer de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettaient d'assurer la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et de répondre à leurs besoins les plus immédiats. Ça a été aussi, même sur la mise en place de ces différentes mesures, donc effectivement d'organiser la mise en télétravail de tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a 97% de nos collaborateurs qui travaillent effectivement à domicile. Et on avait veillé à les équiper préalablement et ça nous est bien utile aujourd'hui. Mais c'est même sur ces sujets, je dirais, de gestion de crise ou quoi que ce soit, c'est systématiquement d'essayer d'engager le comité de direction sur ces questions et de les relier finalement au sens que l'on y donne et à ce que ça signifie pour nous. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on a commencé à discuter de la mise en place, de la manière dont on allait mettre en place ou pas un certain nombre de mesures gouvernementales de type activité partielle ou les marges de manœuvre relatives à la prise de RTT, etc., on s'est quand même systématiquement posé la question de savoir ce que ça voulait dire pour nous, de ce que ça signifiait pour nous en tant qu'employeurs responsables et de ce à quoi on était
à s'engager vis-à-vis de notre corps social et de nos représentants du personnel. Bon, donc ça, c'était la première phase, gestion de crise. Ensuite, ça a été effectivement d'outiller les leaders, y compris le COMEX, de façon à ce qu'ils puissent monitorer l'engagement, maintenir le contact, gérer leurs équipes à distance. Donc, on a mis en place pas mal de choses, de formation, de posts sur les réseaux internes pour expliquer comment animer ces réunions à distance, comment maintenir une certaine forme d'équilibre en télétravail, etc. etc. Et depuis maintenant 3 semaines, on a mis à disposition un petit sondage régulier via une plateforme, 5 questions qui sont à utiliser par chaque manager qui le souhaite et qui permettent de sonder toutes les semaines ou tous les 15 jours le moral de leur équipe et de mettre en place évidemment un certain nombre d'actions sur cette base-là. Et puis, c'est aussi l'occasion ou c'est aussi nécessaire de préparer l'avenir. Bien évidemment, de travailler sur les scénarios de déconfinement, ça c'est une chose, mais surtout aussi d'intégrer le contexte économique dans lequel on va progressivement se trouver, qui est un contexte de baisse d'activité, et donc là aussi de construire, de faire un peu d'engineering et de construire et de proposer des solutions qui nous permettent à la fois de maîtriser nos coûts dans ce contexte-là, mais qui nous permettent aussi de préserver l'emploi, de gérer nos capacités, de donner de la perspective aussi à nos collaborateurs en construisant des dispositifs qui nous permettent de s'appuyer sur de la mobilité interne, sur de la formation, de l'upskilling et du reskilling. Et là-dessus, on travaille en particulier avec un de vos experts, donc avec Émeric. Et c'est un sujet sur lequel j'engage fortement le COMEX. Justement, Anne, on parlait un petit peu en préparant cette table ronde. Vous avez, en tant qu'RH, la responsabilité aussi du développement de votre population de leaders, de l'organisation aussi de cette population, de son animation, de gérer des plans de sourcing, de remplacement. Donc, vous avez, je dirais, dans les années passées, développé forcément des outils, des processus. Qu'est-ce que ça amène aujourd'hui? En quoi est-ce que ça a pu aider vos leaders à pouvoir finalement faire face à la situation actuelle? Et en quoi finalement cela contribue à renforcer leur action? Effectivement, nous, on avait développé il y a 3 ans, avec l'aide de Jean Zuccarelli d'ailleurs, un modèle de leadership pour Natixis qui en fait décrit en 6 dimensions assez simples ce qu'on attend d'un leader dans cette entreprise. La raison pour laquelle on avait fait ça, c'est parce qu'on pensait essentiel à ce moment-là de se doter des compétences de leadership dont on aurait besoin pour mener nos différents chantiers de transformation. Donc ça nous a permis de développer pas mal de communautés de leaders, de les faire vivre progressivement au sein de l'entreprise. On a évidemment formé ces leaders à l'utilisation de ce modèle et à ce que ça signifiait pour leur pratique, dans leur pratique quotidienne. On les a coachés, on a intégré toutes les dimensions de ce modèle-là dans nos différents outils et dispositifs RH. Et j'ai tendance à dire... la crise aujourd'hui, c'est finalement un super stress test de leadership et c'est un révélateur de rôle en fait. Parce que dans une entreprise comme la nôtre, où la plupart de nos leaders sont avant tout des experts et avant tout valorisés ou reconnus pour ce qu'ils produisent techniquement, ou ce qu'ils apportent techniquement en termes de business, leur développement en tant que leader d'équipe est quelque chose que pendant longtemps, ils n'ont pas considéré comme étant le cœur de leur fonction de leader et qu'ils n'ont pas valorisé d'ailleurs de manière forte. Aujourd'hui, c'est devenu le cœur de leur activité et d'ailleurs, je suis très fière de ce qu'ils sont en train de faire
Ils ont tous développé des tas de talents dans ce domaine-là. Ils mettent en œuvre effectivement ce qu'on attend d'eux en termes de donner de la direction, savoir guider, savoir mobiliser, savoir garder le lien, savoir engager leur équipe. Ils donnent de l'attention, ils ont été capables de développer de l'empathie vis-à-vis de leur équipe. Et c'est devenu finalement l'essentiel, ou c'est en tous les cas, ça a pris une place super importante et une place cœur dans leurs activités. Donc c'est finalement, comme je le disais tout à l'heure, un beau stress test de tous ces dispositifs. Merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant effectivement de dire qu'on est dans un révélateur de rôle, hein, et finalement pas de personne, et que cette partie arrive aujourd'hui particulièrement dans cette période à se mettre en valeur, et ce rôle de manager accompagnant finalement à être beaucoup plus présent. Un autre sujet, parce que en tant que DRH, milieu de leadership et de démonstration de leadership, pour vous, c'est aussi dans le cadre du dialogue social. Dans ces temps de crise, j'imagine que votre rôle à vous vis-à-vis des partenaires sociaux, il a été essentiel, il est essentiel pour mener un dialogue social qui finalement dépasse le simple jeu de posture. Comment est-ce que vous y prenez? Vous avez, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez dit que vous aviez notamment lancé une instance de dialogue stratégique et de transformation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre ambition, ce que vous êtes en train de mettre en place avec vos partenaires sociaux actuellement, et comment finalement ça se passe, et comment vous voulez aussi faire évoluer ce dialogue social dans les semaines qui viennent? Alors, sur certains points, je vais probablement rejoindre ce que disait Alain Krakovic tout à l'heure, et j'aime beaucoup ce qu'il en a dit. Enfin, ce dialogue social, il est absolument nécessaire aujourd'hui. On a besoin de nos partenaires sociaux. Ils comptent. Ça a été très compliqué au début de la crise parce que nos partenaires sociaux, en tous les cas chez Natixis, nous ont lancé un grand cri existentiel finalement. Puisqu'au tout premier jour de la crise, en fait, il y a beaucoup de décisions qu'on a dû prendre dans l'urgence, qu'on a dû prendre durant le week-end, qu'on a dû prendre sans passer le temps nécessaire, qui est un temps généralement long, de la concertation avec eux. Ils avaient perdu leur audience, qui était à domicile, pas facile. Et puis, ils se rendaient bien compte aussi que les managers jouaient finalement leur rôle de management. Et donc là aussi, une petite diminution de ce qui constitue aussi pour partie leur part de voix. Ensuite, comme on s'est rendu compte de ça assez rapidement, concrètement, nous avions mis en place il y a 3 ans aussi, quand on avait engagé nos grands travaux de transformation, on avait mis en place ce qu'on appelle notre instance de dialogue stratégique et de transfo, qui est en fait c'est une instance informelle. Elle n'a pas, effectivement, elle est concrétisée dans un accord assez court, simplement pour dire qu'elle se compose de 2 représentants par OS, qu'on se réserve le droit de la convoquer soit à notre demande, soit à leur demande, selon les sujets qui peuvent être des sujets d'actualité ou d'autres sujets. Ça ne donne lieu à aucun ordre du jour, ça ne donne lieu à aucun PV et à aucune communication particulière. Et c'est un lieu qu'on utilise en fait, nous, pour donner un temps d'avance en général à nos partenaires sociaux, pour échanger de façon plus ouverte et plus directe avec eux sur un certain nombre de grands projets ou de grands sujets, en anticipant un peu. Et donc, depuis le début de la crise, on s'appuie sur cette instance-là, on leur donne beaucoup de temps, on les réunit toutes les semaines, et on a des discussions les plus ouvertes possibles. Et vous disiez vous-même tout à l'heure, l'important, là, c'est d'arriver à sortir de la posture. Effectivement, et ça n'a pas été facile au début. Il a fallu remettre un peu les choses dans l'ordre. Et faire en sorte effectivement que, alors on n'a pas encore atteint cet état de co-construction dont parlait Alain Krakovic tout à l'heure,
mais c'est de les amener progressivement à avoir une approche pragmatique, à être orientés solutions et à pouvoir contribuer à trouver des solutions opérationnelles. Et ça, c'est super important. J'ai vu les choses bouger cette semaine et j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'on s'y dirige. Alors, ça reste fragile, mais ça progresse. Jean-Dominique, tu as un petit commentaire sur ce que vient de dire Anne? Oui, oui, enfin, j'avais deux commentaires en fait. J'en avais un sur le rôle du management, ce que vous aviez évoqué, à savoir comment les managers, en dehors de leurs compétences techniques, mais s'emparent finalement de toute la dimension managériale, c'est-à-dire de contact, de relations, ce qui doit être de plus en plus important, je pense, est essentiel avec tous ceux qui sont en télétravail. Et j'imagine que chez Natixi, des gens en télétravail, vous en avez quand même un certain nombre. 97%. Oui, c'est ça. Donc, comment finalement, comment ces managers se sont emparés de cette question du lien, de la relation qui doit être nouvelle, qui peut être nouvelle, en tout cas, ou qui est nouvelle avec un certain nombre de collaborateurs avec qui auparavant ils étaient en contact physique. Donc ça, c'est la première question, c'est-à-dire comment finalement ce gap a été franchi, hein. Vous dites que c'est complètement nouveau en termes de leadership. En fait, on voit apparaître dans ces cas-là, dans des situations de cette nature, on voit certaines personnes se révéler, certains managers se révéler. Hein. Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis sur pied? Est-ce que vous avez prévu des formations pour tous, en l'occurrence, pour jouer pleinement ce rôle-là? Comment vous voyez un peu le retour d'ailleurs à l'activité en présentiel? Bon, je suppose que cette activité en télétravail va se poursuivre chez vous comme dans pas mal d'entreprises, au moins jusqu'à la fin du mois de mai et sans doute dans le courant du mois de juin également. Et puis la deuxième question, c'est vous notez une prise de conscience finalement des organisations syndicales sur le rôle qui peut être le leur aujourd'hui, ou sur la compréhension finalement de cette situation qui est complètement nouvelle pour tout le monde, à savoir, c'est le président de la République qui a employé les termes, on est en guerre contre quelque chose que nous avons du mal à maîtriser les uns les autres. Hein. Voilà, donc, est-ce que vous avez noté que du côté syndical, dans cette situation un peu de guerre, vous avez là aussi des personnalités qui se sont révélées ou des comportements nouveaux qui apparaissent de la part de vos élus? Alors, je vais commencer par votre première question sur le rôle des managers et comment ont-ils fait pour finalement changer leur façon de faire. Écoutez, nous, ils avaient été formés antérieurement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, parmi nos chantiers de transformation, il y en a un qui avait consisté à équiper une grande majorité de nos collaborateurs, alors peut-être pas 100% à ce moment-là, mais une grande majorité de nos collaborateurs, d'outils modernes permettant de faire du travail collaboratif, permettant de faire du partage d'informations et permettant de travailler à distance. Et donc, on avait tous été formés d'ores et déjà à utiliser et à travailler en Skype, à utiliser, que sais-je encore, enfin tous les outils qui permettent effectivement de le faire. Après, on a quand même un certain nombre de managers qui ont des équipes qui sont basées dans des sites différents et à l'international aussi, donc ils ont un peu l'habitude quand même de ne pas les avoir à côté d'eux ou en face d'eux en permanence. On avait mis en place des dispositifs de télétravail. Alors évidemment, ça ne concernait pas 97% de nos salariés et puis pas de façon complète comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. Chez nous, on télétravaillait jusqu'à présent un maximum de 2 jours par semaine. Mais d'abord, ils s'y sont mis super facilement. C'est comme si ça avait été presque naturel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on les a beaucoup encouragés, on leur a donné pas mal de formations, de tutoriels, de soutien, de conseils, on a fait des ateliers virtuels, etc., etc. Donc ça fait partie de tout l'arsenal. Mais pour moi, la grosse différence, c'est que
autant avant, donner du temps à son équipe et donner de l'attention à son équipe, ce n'était pas normal ou ce n'était pas forcément naturel ou ce n'était pas au cœur de leurs préoccupations, autant là, ça l'est devenu. Et elle est là la grande différence. Et ils le font finalement plus facilement maintenant qu'ils sont dans des conditions plus difficiles. Merci beaucoup, Anne. Je vous remercie pour cette intervention. Je trouve que c'est extrêmement riche et effectivement, ça pose effectivement la nécessité du management et du rôle du leader dans une période de crise. Je vais passer maintenant la parole à Clem Garvet. Clem, vous êtes le CEO de Paragon ID et vous avez dû gérer cette crise à quelques semaines d'intervalle sur 3 zones géographiques différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les dispositifs qui ont été proposés par les différents gouvernements finalement diffèrent et comment est-ce que vous avez connu, vous en tant que leader, une courbe d'expérience avec ces annonces successives? Oui, bien sûr. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Et merci pour cette opportunité de partager quelques réflexions avec vous. Donc, Paragon ID, Paragon ID, c'est une entreprise de technologie qui est cotée à la bourse ici sur Paris et qui est spécialiste dans le domaine de l'identification, comme implique le nom. Cette identification se retrouve dans 4 marchés principaux dans lesquels nous sommes actifs. D'abord, le transport urbain. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait au leader mondial de ticketing et les billetteries du transport urbain de voir l'ensemble des grandes villes du monde confinées. C'est là où on faisait 60% de notre chiffre d'affaires dans la billetterie, dans le ticketing de transport urbain. On fait les composants électroniques au sein des passeports biométriques. Donc, les documents sécurisés, c'est notre 12e marché. Notre 3e marché, c'est la traçabilité de l'objet. Ça peut être dans les étiquettes de bagages dans le secteur aérien, par exemple. Encore un secteur en plein boom, comme vous pouvez imaginer. Et 4e activité, c'est dans le domaine du paiement. Là, dans le domaine du paiement sans contact, on a quand même une petite activité encore assez forte. Donc, ces 4 activités, une entreprise qui, dans une année normale, dans un temps normal, aurait fait entre 120 et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-ci. Nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, donc 750 personnes. Et concernant votre question, ces 750 personnes sont principalement dans 4 pays du monde. Ici en France, nous avons une usine importante dans la Sologne avec plus de 300 personnes. Nous avons une usine en Roumanie. Nous avons 2 usines au Royaume-Uni. Et nous avons également une usine à Burlington, Vermont, aux États-Unis, où nous fabriquons les éléments, les composants électroniques pour les passeports américains. Donc, au fur et à mesure, avec la progression de ce virus, cette maladie, nous avons assisté 4 fois à la gestion de la crise, d'abord en Roumanie, puis ici en France, puis le Royaume-Uni et après, finalement, aux États-Unis. Selon la progression du virus et la contagion et selon ce qui ont été les réactions et les prises de position du gouvernement. Et donc, cette première réflexion que je voulais partager avec vous, c'était que les premières prises de position des gouvernements étaient très, très importantes dans l'impact économique, dans l'impact dans les organisations et l'impact de nos employés. Et j'ai essayé de penser à ça. D'abord, la première chose, c'était la réactivité, la vitesse de la réactivité des gouvernements, où on voyait certains gouvernements réagir assez vite, certains autres qui traînaient. Puis, il y avait la taille, la dimension de la réponse économique par les gouvernements. Ça, c'était important. La troisième chose, c'était comment se positionner le gouvernement par rapport à privilégier soit la non-propagation du virus, soit le non-ralentissement de l'économie. Et enfin, on avait notre continuum sur lequel se sont positionnés les gouvernements. Est-ce qu'ils octroyaient les moyens qui étaient les leurs et les moyens financiers? Est-ce qu'ils privilégient davantage l'individu, l'employé, l'indemnisation individuelle,
ou est-ce qu'ils étaient davantage censés à essayer d'aider les entreprises? Et je pense que c'est très intéressant comme comparaison que nous avons vécu ces 4 fois. C'est dommage que M. Fouché n'est plus avec nous, mais s'il était encore avec nous, je compte sur vous, Sophie, lui passer le message. Je trouve que par rapport aux 4 pays dans lesquels on fabrique, la réponse du gouvernement français était de loin le plus équilibré. Dans la façon, tout d'abord, c'était très efficace dans la vitesse de la réponse. Je pense que le gouvernement français a très vite compris la taille, la dimension du problème et s'est octroyé les moyens pour y faire face. Je trouve enfin que le positionnement, le mapping des moyens et le désir d'équilibrer à la fois l'indemnisation personnelle, puis la protection de l'entreprise, puis lutter contre la propagation du virus, mais sans vouloir forcément fermer l'ensemble de l'outil industriel du pays. Tout ça avait un vrai sens et qui était le reflet d'une philosophie française qui est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'habiter et de travailler ici en France. C'est vraiment une philosophie dans laquelle l'économie fait partie de notre citoyenneté. La citoyenneté et l'économie, les intérêts des deux sont très congruents et sont très alignés. Donc je pense que le premier constat, la première réflexion, c'est ici en France par rapport, pour ne pas les citer, la lenteur de ce qui était la réponse en Royaume-Uni, le déni dans lequel s'est retrouvé les États-Unis, ou la réaction presque ceausesquienne que nous avons vue en Roumanie, qui a fait en sorte qu'aucune moyenne mise à disposition des entreprises en Roumanie était accessible, parce que les conditions étaient tellement exigeantes et les critères étaient tellement confus que c'était juste impossible d'avoir quoi que ce soit en tant qu'aide. Tout ça a fait en sorte que les 4 pays s'en sortent plus ou moins bien pendant cette période et sont plus ou moins bien positionnés pour la reprise. Je trouve qu'aujourd'hui, ici en France, par rapport à ces autres pays, nous sommes très bien positionnés et donc je pense que même il faut quand même reconnaître et féliciter certains éléments de notre gouvernement qui ont bien compris ce qui étaient les enjeux. Dites-moi, Clem, vous avez décidé de conserver vos usines en activité, alors en faible activité, mais en activité. Comment est-ce que vous avez géré l'aspect humain de ce maintien? Parce qu'il a fallu finalement décider certaines personnes à continuer à produire. D'autres sont restées chez elles. Comment est-ce que vous avez géré ce discours-là? Parce que c'est un vrai acte de management, pour le coup, de prendre cette décision et derrière de la gérer. Tout à fait. Je pense que là, nous sommes engagés dans une lutte qui est inspirée de nos convictions et de nos valeurs. Et en tant qu'entreprise cotée, nous avons quand même une certaine exigence de la part de la gouvernance pour faire des inventaires de nos risques et pour avoir aussi des politiques de gestion de crise et d'autres critères, des autres exigences qui existent dans la gouvernance d'une entreprise cotée. Donc, je ne vous cacherai pas qu'il fallait bien dépoussiérer certains éléments dans ce panier de politique de crise et gestion de crise, tout le reste, mais ils avaient l'avantage d'exister et ça nous a permis quand même de nous rappeler de ce qui étaient les fondamentaux. Et les fondamentaux, on démarre. Dans les fondamentaux, on avait d'abord la protection et bien sûr la protection de la santé et les vies de nos employés. C'était clair que c'est toujours la première priorité. Mais dans un deuxième temps, c'était la protection du business. Et très vite, nous nous sommes trouvés en tant qu'équipe de direction engagés dans une lutte qui était lives and livelihoods, les vies de nos employés, bien sûr les protéger et les sauvegarder, mais aussi protéger les emplois et protéger les entreprises dont nous avons en main la gestion. Et il y a un grand cabinet international qui a repris cette phrase et qui l'utilise beaucoup, mais je pense que nous l'avons bien mise en œuvre avant eux. Donc, lives and livelihood, c'est la lutte quotidienne. Donc, concernant la gestion, au niveau de la gestion humaine de ce challenge, donc, ça revient aussi à cette courbe d'expérience de 4 fois, essayer de rentrer dans le même
le même challenge de conviction, de faire comprendre aux gens qui ont peur qu'il y a deux challenges. Il y a bien sûr un besoin de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour les protéger autant, voire mieux, qu'ils soient protégés chez eux ou dans les magasins où ils font leurs courses, mais de faire en sorte vraiment qu'il y ait tout un tas de dispositions physiques pris pour les protéger. Et ça peut être des choses très, très simples, comme la réduction très importante du nombre de personnes dans une usine à un moment donné, le fait que les équipes de l'après-midi ne se croisent jamais les équipes de matin, donc de raccourcir les temps de travail de tout le monde pour qu'il n'y ait personne qui se croise, la fermeture des vestiaires, donner le temps aux gens de s'habiller chez eux, de se déshabiller chez eux, et on les paye chez eux, pour rester chez eux pour le faire. On prend toutes les mesures pour démontrer aux gens que, je ne parle pas des masques et des gants et des gels, qui est de basique, mais tout ça mis en œuvre pour assurer et pour démontrer aux gens qu'ils soient autant protégés dans leur lieu de travail qu'ils ne soient dans les magasins où ils font leurs courses, dans leurs immeubles où ils habitent. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, une fois que ça c'était fait et on démontrait que ça c'était notre première priorité, après, on essaie vraiment d'engager les gens dans la compréhension du fait que nous sommes une entreprise qui sert plusieurs besoins clés. J'ai cité nos activités, mais on fait l'étiquetage pharmaceutique, on fait l'étiquetage dans l'agroalimentaire. Les gens qui se font rembourser ce mois-ci leur passe Navigo sur Paris, c'est nous qui allons envoyer l'ensemble de ces lettres. Donc, nous sommes quand même engagés dans les activités qui sont quand même au cœur de la continuité de l'économie et toujours dans cet esprit comme quoi leur entreprise fait partie de cette lutte nationale et cette guerre dont parle notre président. Je pense qu'on a réussi à engager l'ensemble de notre personnel dans ce combat. Et je reviens sur ce qui s'est dit tout à l'heure par les deux intervenants précédents concernant le dialogue social. Il est vrai qu'on récolte aussi les fruits d'un dialogue social quand même qui est très positif et qui a été soigné depuis certaines années. Nous sommes dans une entreprise aussi qui a vécu des temps difficiles. L'entreprise a vu dans le temps leurs plans sociaux, ils ont vécu des difficultés, ils ont vu ce qui se passe quand on perd de vue le besoin de rendre service aux clients. Et donc, il y avait une vraie mobilisation de l'ensemble du personnel dans la satisfaction des clients qui restaient ouverts. Donc aujourd'hui, en France, par exemple, je peux vous citer un chiffre, il y a à peu près 50% de nos clients dans l'étiquetage, dans la traçabilité de l'objet, il y a à peu près 50% de nos clients qui restent ouverts. Donc ça, c'est quand même, ça démontre bien le besoin de continuer à rendre service. Ça crée aussi un contexte dans lequel la relation entre employés, entreprises et clients deviennent particulièrement intense et intime. Et ensemble, on arrive quand même à faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, au jour que je vous parle, l'usine en Sologne tourne à peu près 50% de ses capacités, légèrement moins. Dans les deux usines au Royaume-Uni, il y en a une qui tourne à 90% de ses activités parce qu'ils sont dans la fabrication des cartes de paiement sans contact. Donc là, je me laisse imaginer que c'est quand même une activité où tout le monde veut acheter une carte pour leur mère, leur père, leur grand-père. Il y a quand même une forte demande pour les cartes sans contact. En revanche, dans l'usine au nord de l'Angleterre, au nord du Royaume-Uni, qui s'appelle dans une ville de Hull, où on fabrique les tickets pour les trains. Donc, les tickets pour presque l'ensemble des trains au Royaume-Uni se fournissent avec nos tickets. Aujourd'hui, ça, c'est une activité où on prend des commandes de quelques milliers d'euros par jour, au lieu d'être dans les centaines de milliers par jour. Donc, pour une entreprise qui tourne une usine de 160 personnes, nous devons avoir aujourd'hui moins de 30 personnes sur site. Et pourtant, on reste ouvert. Et on reste ouvert précisément parce que notre conviction, c'est qu'il est beaucoup plus facile de fermer une usine que de la réouvrir. Beaucoup plus facile. Et donc, il vaut mieux rester engagé dans cette lutte pour protéger les emplois et rester présent pour nos clients pour qu'une fois la crise sanitaire passée et la crise économique arrivée,
nous soyons bien considérés par nos clients et que nous ayons toujours l'engagement de nos employés. Oui, merci beaucoup Clem. On arrive sur la fin de cette table ronde et c'est très intéressant ce que vous échangez avec nous parce que effectivement tout l'art finalement du leader, c'est de savoir faire cet équilibre entre la réactivité, la nécessité de capacité à prendre des décisions, la nécessité également d'être auprès et au contact de ces équipes. Vous m'aviez dit que les managers chez vous étaient dans les usines auprès de leurs collaborateurs. Et j'aimerais avoir la vision de Jean Zuccarelli. Jean, tu es le directeur de la practice Leadership et Coaching chez LHH. Qu'est-ce que t'inspire cette table ronde, les différents témoignages qu'on a pu avoir, et puis comment est-ce que finalement, comment on va pouvoir accompagner les leaders dans les mois à venir? Oui, merci Sophie. Ce que m'inspire cette table ronde, c'est d'abord un immense merci à nos invités. J'espère que vous m'entendez bien. Je crois qu'ils ont incarné avec authenticité, de manière intime et personnelle et de façon passionnante, Claire, ce à quoi, en tant que dirigeants et leaders, ils sont exposés en ce temps de crise si particulier. Et on le rappelle, ça paraît évident, mais jamais rencontré par le management contemporain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène de legacy ou de partage d'expérience. Alors, pour répondre à ta question, à l'heure où nous échangeons, on est très heureux parce qu'on a depuis quelques jours énormément de contacts, d'échanges, de retours avec nos partenaires et clients. Et je crois que c'est un phénomène intéressant. C'est ce que disait Alain Krakowicz, c'est-à-dire que passé le moment de sidération, on a un premier niveau de recul, alors qui n'est pas parfait, mais de 4 à 5 semaines de la part des personnes, et un formidable besoin de se projeter et de dire, bon, ben ça y est, de toutes les façons, à partir du 11 mai, progressivement ou d'une certaine manière, il va se passer quelque chose. Et donc, il y a un énorme besoin de recul, de centrage, de focus et surtout de parole de la part des leaders et des managers qu'on accompagne, comme des équipes de direction. Et pour être rapide, qu'on place à 3 niveaux. Au niveau de la personne elle-même, ce sont des personnes, des individus qui ont été touchés personnellement, au niveau de l'entreprise et bien sûr de l'exercice du leadership qui est notre sujet aujourd'hui. Alors au niveau individuel, on a un constat unanime que plusieurs de nos invités ont évoqué, que vous vivez, que nous vivons. Les journées sont exténuantes. En fait, les médias sont remplis de moments de retour sur soi, de philosophie de jardinage. Nous, tous nos contacts nous disent qu'ils sont crevés, que c'est des journées fatigantes, denses, avec une charge mentale énorme. Et les personnes ont été profondément bousculées dans cette première phase, poussées dans leur retranchement émotionnel, et ils ont puisé dans leur réserve. Donc il y a une fatigue qui apparaît. Il y a une fatigue qui apparaît dans les équipes, chez les leaders. Et il y a une demande de fond, c'est comment s'inscrire dans la durée, parce que c'est ce qu'a dit Antoine Fouché. Et ça promet d'être un marathon en mode sprint, mais un sprint qu'on n'a jamais connu. Donc, nous, on va ressortir 2 axes. Un premier, c'est le besoin de se centrer et de se prendre un peu de recul et de dire en tant que leader, en tant qu'individu, comment je vais continuer à gérer mon énergie et mon temps pour le bon impact. Et là, on parle de résilience, bien sûr. On parle de résilience, d'aller chercher ses ressources personnelles correctement dans le temps. Et c'est d'ailleurs cette demande qui nous a amené à lancer cette semaine un produit à distance et simple là-dessus. Et la question de la résilience, c'est comment faire gagner du temps aux personnes, prendre le bon niveau de recul pour traduire et transcrire ça en termes opérationnels. Le deuxième axe, c'est la question à distance de l'absence ou de la présence. C'est-à-dire que en fait, il y a un équilibre à trouver. On a des leaders qui ont été très sous pression de par les conséquences économiques. On a vu tout à l'heure tous les témoignages, c'est du jamais vu, et qui ont conscience de maintenir le lien, mais qui le font soit de manière intrusive, soit au mauvais moment. Donc, il y a une présence qui est mal adaptée, ou au contraire, il n'y a pas la bonne présence au bon moment. Et ça, c'est important. Donc, tout ça, c'est des réponses et des travaux qu'on accompagne en ce moment. Sur le niveau de l'entreprise, et pour aller vite, bien évidemment, le questionnement principal, c'est son futur, bien sûr. C'est quand même surtout son projet collectif et le sens que cela prend, le sens qu'il va falloir redonner dans tout ça. Là, on a un constat unanime que faisait Anne et tous nos invités, c'est que
Cette crise, c'est un révélateur. C'est un révélateur de tendances de fond et c'est un formidable stress test. Merci pour cette expression, Anne. On voit vraiment clairement apparaître les entreprises qui ont investi, et Clem le disait tout à l'heure, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine. Il y a les entreprises qui ont investi sur le sujet du dialogue social, de la préparation des managers et des leaders et les autres. Alors évidemment, on pourrait nous dire, vous prêchez pour votre paroisse de praticiens RH, mais c'est quand même un mouvement clair. Et je me souviens d'une de vos expressions, Anne, c'est cette fois-ci, il va falloir que nos leaders jouent la partition complètement. Et on va voir les entreprises dont la culture de leadership sera très solide au moment de ce stress test. Puis il y a une urgence. Il y a une urgence, c'est commencer à préparer l'après avec un corps social qui va revenir avec des attentes. D'abord, la reconnaissance des efforts faits, un positionnement, un curseur de télétravail probablement différent et bien d'autres. Et puis surtout, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la revanche du sens. C'est quand même quelle utilité sociale de notre projet collectif. Qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble et qu'on a été capable et qu'on sera capable demain d'agir hors consigne, sans direction? Qu'est-ce qui nous guide, nous sert de boussole et nous rend fiers? Et ça renvoie au troisième point qui est celui de l'exercice du leadership, plus exactement de la responsabilité. C'est-à-dire que nos constats là, avec nos contacts, avec nos clients en ce moment, c'est que le business as usual, c'est franchement à éviter. Et le syndrome du grand soi, on n'y croit pas vraiment. Donc, il y a une espèce de new normal, dont on parle beaucoup en ce moment, qui va progressivement s'installer dans la durée. Et là, il va falloir qu'on se pose collectivement la question avec nos clients de qu'est-ce qu'on garde en héritage de ces semaines d'apprentissage. Et vous avez répondu à un quiz là sur qu'est-ce qui fait la différence. Bon. En majoritairement a été répondu la vision, bien sûr, mais par exemple, la vitesse d'exécution, elle va être clé, ou l'humilité dans un sens très pragmatique va être clé, et surtout un thème sur lequel nous étions beaucoup intervenus avant le confinement, c'est celui d'une version moderne du courage managérial, c'est-à-dire qu'il y a eu une illusion d'un management par les process et par le big data, et aujourd'hui, il y a une demande irrépressible d'un leadership authentique et incarné. Et ce n'est pas des mots valises. Anne Lebel l'a très bien dit tout à l'heure, on est au cœur du sujet. Donc voilà ce qui fait nos accompagnements et notre offre en ce moment, Sophie. Merci beaucoup, Jean. Je vais redonner la parole à François qui va effectivement conclure cette table ronde et je remercie tout le monde pour votre participation. François ? Oui, merci Sophie. Merci à l'ensemble des intervenants. Je voulais revenir rapidement sur quelques éléments qui m'ont personnellement marqué. Au-delà, et pour ceux qui nous ont rejoints avec un peu de retard, si vous avez des besoins d'informations sur notamment les aménagements de l'activité partielle, vous retrouverez beaucoup de choses sur le site du ministère du Travail. Donc, n'hésitez pas à le consulter régulièrement, et notamment sur l'individualisation de l'activité partielle. Antoine Fouché nous en avait déjà parlé dans une précédente call. Donc, la ministre du Travail présente la disposition sous forme d'une ordonnance demain au Conseil des ministres. Et puis, les éléments de pragmatisme, notamment d'une activité partielle qui pourra être dégressive en fonction d'un retour à la normale, des éléments sur la formation, notamment avec un reste à charge sur les frais pédagogiques qui sera opérationnel jusqu'au 31 mai, et puis plus de pragmatisme sur la demande des formations. Je reviendrai, il y avait un élément aussi qui m'a marqué, c'est important, vous êtes DRH et évidemment vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Il y aura une réduction du délai de consultation du CSE qui sera évidemment temporaire, mais qui permettra de le réduire pour qu'on soit pragmatique. Maintenant, si on revient au sujet de la conférence, peut-être 2-3 mots. D'abord, Antoine Fouché a donné le ton, hein, il a parlé de cap, il aurait pu parler aussi du sens, il a parlé de la confiance, je pense que c'est des mots relativement forts, et il a parlé du dialogue social. Et finalement, dans ces périodes de crise, c'est là où les organisations
les leaders, les femmes, les hommes se révèlent. Et au travers de vos 3 témoignages, finalement, on voit des beaux exemples de révélation. L'exemple de la SNCF est quand même très significatif, où c'est la première fois que vous mettez en place une activité partielle. Vous n'avez pas fait la une du journal de 20 heures. On a le sentiment que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Et donc, oui, le dialogue social à la SNCF, c'est possible, et c'est possible dans des conditions extrêmes. Moi, j'ai bien aimé, Alain, votre conseil sur comment on élargit la zone de contact. Je trouve que parfois, on a trop tendance en tant que leader à parler à ses N-1 ou à ses pairs. Et donc, comment on arrive à multiplier les points de contact dans l'organisation. Anne, au-delà du retour d'expérience, notamment sur l'investissement que vous avez fait auprès de vos leaders en matière de formation, c'est encore le pragmatisme qui, moi, m'a marqué avec la mise en place de cette instance avant le Covid, vous l'avez précisé, une instance qui n'est pas officielle d'ailleurs, de dialogue stratégique et de transformation. Vous avez eu une bonne idée parce que finalement, et vous le dites, vous dites, même si on n'est pas encore dans la co-construction, ce que l'on souhaite au travers de cette instance, c'est une approche plus pragmatique et surtout d'avoir de la part des partenaires sociaux un retour sur des orientations, sur des solutions et pas simplement sur des constats de problèmes. C'est vrai que quand on préside un CSE, parfois, on attend plus. Les problèmes, on les voit. C'est bien de les partager, mais c'est bien aussi d'avoir des débuts de solutions. Et il n'y a pas que nous, la direction, qui avons des solutions, bien évidemment. Et d'ailleurs, Jean-Dominique l'a évoqué, l'ensemble du corps social peut avoir des solutions. Et puis, Clem, moi, je voulais vous remercier d'abord parce que votre accent, on voit que vous avez peut-être une origine qui n'est pas française. En tout cas, un message de patriotisme économique, je trouve assez exemplaire sur le fait que voilà, vous gardez vos usines ouvertes, à la fois évidemment pour l'activité économique, mais aussi pour vos salariés et pour vos clients. C'est vraiment le triptyque qui fonctionne, les salariés, l'entreprise et les clients. Et j'ai trouvé que votre témoignage était tout à fait intéressant. Et finalement, en vous entendant, on est loin de ces journaux qui sont en boucle en disant que tout va mal. Mais là, il y a quand même, au travers de vos témoignages, de l'espoir, de l'espoir sur l'après-confinement. Après-confinement, ça sera un des thèmes qu'on va évoquer la semaine prochaine, donc mardi prochain, 14h, 15h30, une introduction d'Antoine Fouché et puis ensuite un échange avec Laurent Berger, donc secrétaire de la CFDT, où on parlera sûrement de la fracture sociale, sûrement du dialogue social et de son avenir dans la période actuelle et comment la CFDT peut jouer un rôle essentiel sur l'après-confinement. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Vous êtes encore plus d'100 à être présents après 1h30. Merci de vos fidélités et à très bientôt.